Regarde où tu vas. C'est très beau. J'aime beaucoup. William? Oh, bonjour, Julia. Et comment allez-vous, docteur Garland? Bien, mais je vous en prie, inspecteur. Appelez-moi Darcy. Oui, bien sûr. C'est fort agréable, cette petite fête paysanne. Nous venons de voir un concours de traction par des chevaux de trait. Je vous en prie, Darcy. Voulez-vous dire que Toronto est une ville de paysans? Oh, mais pas du tout. Je trouve cette ville extrêmement moderne. Que regardez-vous si fixement, William? Une maison de poupée? C'est bien plus que cela, Julia. C'est une reproduction exacte d'une rue de Toronto. Je n'en avais jamais vu d'aussi belle. Elle a eu le premier prix. À juste titre, c'est tout à fait fascinant. Les visages de ces gens n'ont pas été dessinés. Comme c'est étrange. L'artiste s'est plus intéressé aux maisons qu'aux familles qui les occupent. Julia, regardez. L'attention portée à chaque détail est impressionnante. C'est bien plus qu'une simple maquette. Regardez. C'est stupéfiant. Qu'est-ce que c'est? Le personnage dans cette chambre. Il tient un fusil. Je crois que nous sommes en train d'observer une scène de crime. Selon les organisateurs de la fête, la maquette a été présentée par Burt Holland de Cherry Lane. Monsieur, où dois-je poser ces figurines? Il me semble qu'elle se trouvait là, au bout de la rue, George. Oh, une de ces figurines tient une arme. Ça ne prouve pas qu'on a tué quelqu'un dans cette chambre. Si l'on considère la précision de l'échelle et le souci du Je vous détail... remercie, Murdoch, j'ai vu... Celui qui a fait cette maquette n'a pas disposé un homme armé dans cette chambre par hasard. Peut-être que ce Burt Holland avait envie de s'amuser. Si c'était le cas, je trouverais ça d'un goût douteux. Simplement le fruit de son imagination. N'avez-vous pas de vraies affaires en cours, Murdoch? Bonjour. Regarde-moi quand je te parle. Et où est-ce que tu vas comme ça? Fiche-moi la paix. Je sais très bien où je Tous les jours, tu décompes à l'heure du déjeuner. vais. Et alors? C'est ça? Fais comme si je n'existais pas. La ressemblance avec la maquette est saisissante. En effet, Georges, nous allons faire la connaissance d'un artisan hors pair. Ce monsieur Burt Holland habite au numéro 6. Monsieur Holland? Oui. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. C'est vous qui avez confisqué la maquette? Et oui. C'est un travail d'orfèvre, une reproduction absolument parfaite de votre rue. Je peux savoir pourquoi vous l'avez confisquée? Il y a dans votre maquette un détail que j'ai trouvé pour le moins curieux. Un homme qui épaule un fusil. Un fusil? Vous êtes sûr? Oui, certain. Il est placé au premier étage dans la maison de votre voisin. Dites-moi, monsieur Holland, j'aimerais savoir... Quelle était votre intention en assemblant cette maquette? Ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est ma sœur, Lydia. Ah, pourrais-je m'entretenir avec elle? Elle va bientôt rentrer. Mais ça me surprend, je ne me souviens pas qu'elle ait ajouté un homme avec un fusil. Inspecteur Murdoch, voici ma sœur. Bonjour. Elle ne vous répondra pas, je suis désolé. Est-ce qu'elle est sourde? Non, elle est faible d'esprit. Faible d'esprit? On emploie aussi d'autres mots, mais ils veulent tous dire plus ou moins la même chose. Et elle a été capable de construire une maquette aussi complexe? Vous l'avez aidée? J'ai apporté les matériaux, mais sinon, elle a tout fait toute seule. Merci. C'était il y a un an. Build the model. About a year ago? Inspecteur, ne... Lydia, je suis inspecteur de police. J'ai besoin de votre aide. Non, ne vous approchez pas trop. Vous rappelez-vous avoir construit cette maquette? Vous lui faites peur. Vous vous en rappelez, Lydia? Ce n'est rien, Lydia. Tout va bien. Ce n'est rien. Tout va bien. On va aller à l'intérieur. Tout va bien. Suis-moi. On rentre. Là, ça va aller. Calme-toi. Va t'installer à l'intérieur. J'arrive.
Je suis désolé, je ne voulais pas l'effrayer. Lydia vit dans un monde à elle. Et elle n'aime pas beaucoup les gens. Excusez-moi, mais il faut que j'aille la voir. Georges, commencez à interroger les voisins. Demandez si quelqu'un aurait entendu un coup de feu provenant du numéro 7. Bien, monsieur. Un coup de feu dans ma maison? Oh, inspecteur, vous essayez de me faire marcher. J'ai failli vous croire. Madame Galbraith, Lydia Holland a construit une maquette de votre rue et elle a placé un homme tenant un fusil là-haut dans l'une de vos chambres. Hein? Tiens donc, elle a fait ça? Oui. Avez-vous une arme, Madame Galbraith? Mon époux en possède une. C'est un fusil. Oui. Mais il n'a pas tiré de coups depuis des années. Pourrais-je parler à votre mari? Il répète à la loge. Il répète? Il est dans l'orchestre de l'Ordre d'Orange et il joue du trombone. Ah, bon, il faudra que je lui parle. À propos d'un tireur imaginaire, Lydia est loin d'avoir toute sa tête, inspecteur. Je ne dis pas que Burt ne fait pas tout ce qu'il faut, mais sa femme l'a quitté. Elle a dit c'est ta sœur ou c'est moi. À sa place, moi, j'aurais fait la même chose. Les dingues, c'est dans les asiles de fous qu'ils doivent être. Je vous remercie, Madame Galbraith. Du nouveau, Georges? Oui, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes. Monsieur Caruso habite au numéro 5 avec sa femme. Il a un rapport très particulier à son péché. Et pour moi, ce qui est suspect, c'est qu'avec notre climat, c'est très difficile de faire pousser un péché. Poursuivez. Et les Caruso n'ont pas entendu de coup de feu. Qui habite au numéro 3? C'est Félix Roche, il est célibataire. Il répare des meubles. Au numéro 2, c'est la famille Draper et il n'y avait personne au numéro 4. Ils se connaissent tous, ils se font confiance, aucun d'eux ne ferme sa porte à clé. Ah, et personne n'a entendu de coup de feu. Monsieur Galbraith, au numéro 7, possède un fusil. Et il n'est pas le seul à en avoir un. J'ai vérifié les rapports de police, il n'y a rien concernant des coups de feu à Cherry Lane. J'ai du mal à croire qu'un travail aussi précis ait été réalisé par une timbrée. Oh, je pense que les gens comme Lydia ne se font plus appeler des timbrés, c'est un petit peu humiliant. Aujourd'hui, on dit des demeurés. Oh, Je ne suis pas sûr que ce terme soit beaucoup plus indiqué. à mon avis, elle a inventé cet homme au fusil. Un coup de feu, ça s'entend dans une rue aussi petite que Cherry Lane. Rapportez cette maquette à son propriétaire, Murdoch, et concentrez-vous sur de vraies affaires. Oui, monsieur. Je la remballe. Attendez un peu, Georges. Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? Le personnage qui tient le fusil, Georges, il a l'air beaucoup plus petit que ceux qu'elle a placés dans la rue. Je vois, mais pourquoi? Nous n'en avons pas encore terminé à Cherry Lane. Il faut que nous passions au dépôt d'armes. Oui, monsieur. Oui, reculez un peu, Georges. Pivotez vers la gauche. Allez plus à gauche. Non, votre gauche à vous, Georges. Non. Le personnage de la maquette est complètement différent. Il est plus petit. Georges, demandez à Madame Galbraith si elle peut nous honorer de sa présence. Bien, monsieur. Vous êtes sûr qu'il était exactement là? Oui, j'ai déplacé le miroir il y a environ 1 mois. Pourquoi? Merci beaucoup pour votre aide, Madame Galbraith. Bien, mais vous n'oublierez pas de le redescendre au rez-de-chaussée avant de vous en aller. Comment saviez-vous qu'il y avait un miroir dans cette pièce? C'est le seul moyen d'expliquer la petitesse de cet homme, Georges. Lydia a vu l'image du tireur se refléter dans le miroir. Mais pourquoi était-il si petit? Pourquoi était-il petit? C'est simple. La distance qui nous sépare d'un objet paraît plus grande quand on l'observe à travers un miroir. Lydia était de l'autre côté de la rue. Donc le reflet de la personne qu'elle a vue, en l'occurrence le tireur, lui est apparu plus petit. Alors si elle a vu le reflet du tireur, ça veut dire qu'il ne se tenait pas debout de ce côté de la pièce, mais, je dirais, de ce côté-ci, à l'abri des regards. Georges, épaulez le fusil s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon angle.
pas du tout le bon angle. Si Lydia a représenté cette personne de dos, elle se tenait plutôt... C'est ça. Vous y êtes, George. Ne bougez pas d'1 millimètre. Observez le joint de mastic. La couleur est différente. Donc ce carreau a été changé. Le propriétaire aura certainement une explication à nous donner. Non, je ne savais pas qu'un carreau avait été brisé. Vous habitez ici depuis longtemps, Madame Gordon? Ça fait 8 mois. Et qui vivait dans cette maison avant vous? En fait, c'était une pension. Savez-vous qui en était le propriétaire? Oui, elle a déménagé en face. Oh! Dans quelle maison? Au numéro 5. Elle a épousé Monsieur Caruso. Il est italien. Il vend des fruits. Les voisins disent qu'il aurait séduit sa femme avec ses pêches. Pourrions-nous entrer, Madame Gordon? Bien, donc si la balle n'a pas rencontré d'obstacle, elle a dû suivre cette trajectoire. Mais monsieur, si la balle avait traversé la victime et avait percuté un os, elle aurait certainement été déviée. En effet, Georges. Elle aurait pu aller... par là. Ou alors, elle aurait très bien pu aller... par là. Oui, c'est envisageable, Georges. En supposant qu'il y ait une victime, monsieur. Mais s'il s'avère que la balle n'a pas atteint sa cible... Vous permettez, monsieur, si la balle s'était arrêtée dans le corps de la victime, elle serait toujours en lui. Ou en elle. Oui, Georges, mais si la balle n'avait touché personne... Ou alors, elle a traversé une partie charnue du pauvret. On devrait la trouver. Elle a très bien pu passer à côté du sternum pour ressortir entre les côtes. Peut-être était-il assis à côté de la fenêtre. La balle sera entrée par une tempe et ressortie par l'autre. Dans ce cas, je suppose qu'elle serait allée se loger quelque part. Là. C'est une balle de fusil? Georges, retournez au numéro 7 et emportez le fusil de Monsieur Galbraith. Oui, monsieur. Ce n'est pas le genre de bruit qui passe inaperçu. Non. Pourtant, tous à Cherry Lane assurent ne jamais avoir entendu le moindre coup de feu. Elles correspondent. La balle a été tirée par le fusil de Monsieur Galbraith. Oui, Georges, mais nous n'avons pas encore trouvé la preuve d'un meurtre. Si Madame Gordon dit la vérité, cette balle est logée dans ce mur depuis plus de 8 mois. J'ai du mal à croire qu'on y trouve des preuves. Ce qui n'est pas visible pour notre œil, la science pourra peut-être nous le révéler. Et c'est dans ce flacon que se trouve la science, monsieur? Oui, Georges, en partie. C'est un produit chimique, un mélange d'acide nitrophthalique et d'hydrazine. Avec du dithionite de sodium, on réduit le groupe nitrate en un groupe aminé. Vous voyez? Pour l'instant, le composé est en sommeil jusqu'à son activation au contact d'un oxydant. Leur combinaison produit un phénomène de chimiluminescence. Et je suppose que nous cherchons des traces de sang. En effet, Georges. Bien que ce composé ait été synthétisé très récemment, j'ai réussi à en obtenir un petit échantillon. S'il reste la moindre trace de sang sur cette balle, la solution réagira au contact du fer contenu dans l'hémoglobine. Dans l'hémoglobine. Quelqu'un a été blessé par cette balle. Oui, Georges, mais la question est de savoir qui. Monsieur Galbraith, nous avons trouvé une balle tirée avec votre fusil et portant des traces de sang. Où ça? Dans la maison en face de la vôtre. Je n'étais absolument pas au courant. Et ma femme n'avait pas à vous donner mon fusil. Ce fusil a peut-être servi à commettre un meurtre, monsieur Galbraith. Pouvez-vous l'expliquer? Enfin, c'est ridicule, je ne l'ai jamais utilisé. Sauf votre respect, j'ai du mal à vous croire. Il était à mon père. Tout le monde vous le dira, c'était son fusil de chasse. Il aimait beaucoup le civet de lapin. Dans cette affaire, je pense que la victime est un être humain. Alors dites-moi, j'aurais tué qui? Je l'aurais tué quand et pourquoi? Il marque un point. Vous ignorez quand ça s'est passé, vous n'avez pas de mobile, et mis à part une balle de fusil couverte d'un peu de sang, vous n'avez pas la preuve qu'un meurtre ait été commis. Il faut un corps, Murdoch. Messieurs, venez jeter un coup d'œil.
Il y a un endroit plus sombre dans ce parterre. Si c'est de la terre retournée, ça pourrait être une tombe. J'ai du mal à vous suivre. Eh bien, si Lydia a vu d'où le coup a été tiré, elle a peut-être vu l'endroit où le corps a été mis en terre. Excellent raisonnement, Georges. Merci, monsieur. Je vais chercher une pelle. Qu'est-ce qu'il cherche chez toi? Nom d'un chien. Il y avait bien un corps. On dirait... Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites avec mon chat? Calmez-vous, monsieur Roche. Nous menons tout simplement notre enquête. Il est mort de vieillesse, il faut le laisser en paix. Il l'a mérité. Je me demande si... Georges! Monsieur? Georges, regardez. C'est incroyable. Son travail est d'une minutie extraordinaire. Il se peut aussi qu'elle affectionne beaucoup les chats. D'une certaine façon, elle est comme une enfant. Elle doit aimer les animaux. Eux non plus ne parlent pas. Docteur? Agent Crabtree, vous avez réussi à découvrir qu'un meurtre avait été commis dans cette rue, finalement? Oui, j'ai pu identifier l'arme du crime, ainsi que le moment où ça s'est produit, mais je n'ai pas de corps. Oui, c'est embêtant. Savez-vous qui a construit cette maquette? Et oui, je l'ai même rencontrée. C'est une jeune femme du nom de Lydia Holland. Faible d'esprit, apparemment. Pourtant, elle est capable d'une concentration et d'une précision hors du commun. J'ai entendu parler d'un cas comme celui-ci à l'hôpital pour enfants. Il se pourrait que Lydia soit un de ces idiots savants. Ils ont une défaillance intellectuelle, mais ils sont excellents dans certains domaines. Vous croyez? Cela expliquerait pourquoi les figurines n'ont pas de visage. Que voulez-vous dire? Je me demandais pourquoi les visages n'étaient pas dessinés, mais maintenant je le sais. Elle ne saisit pas les émotions. Les visages humains provoquent chez elle une grande confusion, alors elle les ignore, tout simplement. Vous et moi communiquons avec les yeux, mais Lydia en est incapable. Je vous remercie beaucoup, Julia. Votre aide m'est extrêmement précieuse. Quand je lui ai parlé la première fois, je n'ai pas pris ces données en compte. Et vous croyez qu'elle a été témoin d'un meurtre? Oui, mais je n'ai pas trouvé de corps. Je vais regarder dans les archives de la morgue si des victimes par balle n'ont pas été identifiées. Et moi, je vais tenter de découvrir quand notre inconnu est mort. Le coup de feu a été tiré avant que les Gordon n'achètent ce qui était anciennement une pension au numéro 4. Oui, si Madame Gordon vous a dit la vérité. J'ai vérifié dans le cadastre. Madame Caruso a vendu la maison il y a 8 mois. Nous devons trouver les noms des pensionnaires qui sont partis sans préavis et avant cette date. Des locataires à problème, Murdoch, il y en a autant que de poils sur le dos d'un chien. Georges, allez voir Madame Caruso. Elle a peut-être une bonne mémoire des noms. Tout de suite, monsieur. J'oubliais. J'ai demandé à ce qu'on fasse venir Lydia Holland. Pourquoi faire? Elle ne vous dira rien. Peut-être a-t-elle une autre façon de communiquer. Notre Russe sait tout ce qu'elle connaît du monde. Elle ne leur a pas dessiné de visage. Comment fait-elle pour savoir où chacun de ces personnages habite? Elle a une méthode pour s'y retrouver. C'est peut-être leur tenue vestimentaire, je ne sais pas trop. Vos voisins connaissent-ils le talent de votre sœur? Ils font comme si elle n'était pas là. Certains se plaignent de ses allées et venues dans la rue. Et pourtant, elle ne dérange personne. Elle n'a pas dit un mot depuis 25 ans. Elle parlait étant enfant? Elle avait l'air normale quand elle était toute jeune, mais en grandissant, elle a commencé à s'isoler. Et elle n'a plus jamais parlé. Aucun médecin n'a pu nous donner d'explication et finalement, nos parents sont morts sans savoir ce que Lydia avait. Savez-vous à quel moment elle a ajouté l'homme au fusil dans sa maquette? Non. Je ne l'avais même pas vue avant que vous m'en parliez. Et ça me fait un drôle d'effet de penser qu'elle avait cette image dans la tête. Ah, bravo! Non, ne... Ce n'est rien, Lydia. Ça va aller, ce n'est rien. Là, calme-toi, ça va aller. Ce n'est rien, Lydia, on va ramasser les pièces. Ne t'en fais pas, allez, aide-moi à les ramasser.
Voilà, c'est bien, on ramasse les pièces. Ce n'est rien. Tu vois, ce n'est rien du tout. Tout va bien. Tout va bien, Lydia. C'est ça. Si elle fait des gestes simples, elle parvient à se calmer. Très bien. C'est incroyable. Elle a remis toutes les pièces du jeu exactement où elles étaient. Oui, elle a une excellente mémoire. Elle a mémorisé l'ensemble. C'est bien. C'est fini. De toute évidence, Lydia est extrêmement sensible aux bruits intempestifs. Tel qu'un coup de feu. Et oui. Je pense que la détonation l'a tellement effrayée que lorsqu'elle a construit cette maquette, elle a voulu recréer chaque détail de ce qu'elle a vu dans la rue à ce moment précis. Elle l'aurait fait sans savoir de quel bruit il s'agissait. Je le crois, oui. Est-ce que ça veut dire que maintenant, elle va fabriquer la réplique exacte du poste au moment où ces maladroits se sont bousculés? Non, je ne crois pas, monsieur. Burt a tout de suite focalisé son attention sur le jeu d'échecs, ce qui l'a calmée. Quand elle a entendu le coup de feu, elle était toute seule. Sans personne pour la calmer, le bruit l'aura traumatisée? C'est mon opinion. Je n'arrive toujours pas à imaginer qu'elle ait construit ça sans qu'on l'aide. Pourtant, ce n'est pas un cas unique, monsieur. Regardez cette photo. Impressionnant. Ce modèle réduit a été construit par James Henry Pullen. Tout le monde pensait que cet homme était dément, qu'il était sourd ou bien muet. Il a pourtant construit cette maquette dans un asile de fous en Angleterre. Et vous pensez que Lydia a le même talent? Tout porte à le croire, monsieur. Avez-vous une idée de ce qu'elle a en tête? Je doute que quiconque puisse le savoir. Eh bien, si votre théorie est juste, Murdoch, cette maquette doit recéler des détails que vous n'avez pas encore vus. Qu'êtes-vous donc en train de regarder ? Madame Caruso a été une aide précieuse, monsieur. J'ai une liste de tous les pensionnaires qui sont partis sans donner de préavis. Monsieur? Monsieur? Oui, Georges. Elle m'a donné cette nom. L'inspecteur Brackenreed a raison, ça fait trop de monde, on ne pourra jamais... Est-ce que l'un d'eux est parti aux alentours du 22 juin 1897 ? C'est une date très précise, puis-je savoir pourquoi? La dernière fois que les rues de Toronto ont arboré ce genre de décoration, ça remonte à quand ? Ça devait être pour le jubilé de diamant de la reine Victoria. Est-ce qu'un pensionnaire est parti aux alentours du 22 juin ? Oui. Un certain Grant Abrams. Je m'en souviens comme si c'était hier. On s'était tous retrouvés au bout de la rue pour regarder le défilé. Bon, tous, mis à part cet anti-royaliste d'Abrams. Il se plaignait tout le temps. Il a préféré rester dans sa chambre. Quand avez-vous constaté son départ ? Le soir du jubilé. Il a brisé une vitre et volé un tapis. Un tapis ? Oui, et un très beau. Et vous avez vu la vitre brisée ce soir-là ? Non, je l'ai vu le lendemain matin. Il y avait des éclats de verre partout. Y avait-il quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal ? Eh bien, Abrams allait très régulièrement rendre des services à Madame Galbraith quand Monsieur Galbraith était au travail. Je ne saurais vous dire exactement en quoi consistaient ces services, mais quand Monsieur Galbraith l'a appris, ça a chauffé. Ils se sont empoignés devant tout le monde au beau milieu de la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Je discute avec Monsieur l'inspecteur, Angelo. D'accord, mais je ne veux pas de commérage. Je doute que les Galbraith soient un couple très heureux. Monsieur Galbraith, je crois que la personne qui a été abattue dans Cherry Lane se nomme Grant Abrams. Et vous aviez un mobile pour le tuer. Ne soyez pas ridicule.
Vous niez qu'il avait des vues sur votre femme? Des vues sur elle? Non, il avait les mains sur elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. Bien. Comment avez-vous réagi? Je lui ai mis une bonne correction. Ça s'est passé dans la rue, tout le monde le sait. Mais vous aviez toujours de la rancœur contre lui. Ça paraît plutôt naturel, non? Et si nous parlions du jour du défilé pour le jubilé? Le jubilé? Oui. Et ce jour-là, le défilé est passé en bas de Cherry Lane, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et tout le monde s'est retrouvé au bout de la rue pour le regarder passer. Tous, excepté M. Abrams. Tout le monde savait que ce pervers avait une dent contre la monarchie. Donc vous saviez qu'il ne regarderait pas le défilé? Oui, et alors? Pendant que vos voisins profitaient des festivités, vous êtes retourné chez vous? Pardon, inspecteur, mais je et crois vous avez abattu Abrams avec votre fusil de chasse. Vous avez raison. Je ne regardais pas le défilé. C'est bien ce que je pensais. Je fais partie de l'orchestre de l'Ordre d'Orange. Je me trouvais dans le défilé. Je me rappelle l'orchestre de l'Ordre d'Orange. Ils ont marché dans Queen Street pendant 3 longues heures. La seule chose que Galbraith a malmené ce jour-là, c'est les morceaux qu'il a interprétés. Très drôle, monsieur. De la trompette? Voilà qui est intéressant. Selon sa femme, Galbraith joue du trombone. Trompette, trombone, triangle. Dans tous les cas, il ne pouvait pas tirer. Alors qui? Certainement un autre habitant de Cherry Lane qui savait que M. Galbraith avait une arme. Il aura tiré de la maison des Galbraith pour avoir un bon angle de tir. Monsieur, je pense que si le meurtre a été commis pendant le défilé, ce n'est pas un hasard. J'ai regardé le parcours du cortège. Ils ont pris Queen Street et sont passés devant Cherry Lane entre 16h et 16h25 précisément. S'ils étaient tous ensemble à regarder le défilé passer, ils pourront témoigner de la présence de chacun. Il est temps d'interroger le voisinage. Oui, nous étions tous réunis en bas de la rue, à l'exception de Lydia. Était-elle restée à la maison? Elle était dans son fauteuil, à sa place habituelle. C'était beaucoup trop bruyant pour elle. Connaissiez-vous Grant Abrams, monsieur Holland? On le connaissait tous. Pourquoi donc? Il aimait créer des problèmes, il fallait toujours qu'il se plaigne. Tout ce qu'on faisait, ça ne lui plaisait jamais. C'est-à-dire? Oh, eh bien, monsieur Galbraith jouait du trombone beaucoup trop fort, le chat de monsieur Roche était trop souvent devant sa fenêtre, monsieur Caruso mettait sa carriole à fruits n'importe où. Avez-vous eu des ennuis avec Abrams? Ça l'agaçait de voir Lydia passer devant sa chambre. Vous vous êtes disputé? Plus d'une fois. C'est sûr, si c'est des suspects que vous cherchez, je ferai partie de la liste. Y a-t-il d'autres personnes qui auraient pu en vouloir à Abrams? Vous êtes au courant pour lui et madame Galbraith? Je le suis. Je vous écoute. Après que monsieur Galbraith s'en est rendu compte, Abrams a jeté son dévolu sur madame Draper et madame Galbraith n'a pas apprécié. Oui, monsieur Abrams a eu le coup de foudre pour madame Draper. Elle n'est pas très bien dans sa peau. Elle frôle la dépression. J'ignore ce qu'il a pu trouver à une femme de ce genre. Mais vous vous êtes senti repoussé. Mais ce sentiment ne regarde pas la police de Toronto, inspecteur. Compte tenu de la nature de l'enquête, cela me regarde, madame Galbraith. Dites-moi, où étiez-vous dans l'après-midi du jubilé de la reine? Mais qu'insinuez-vous? Je regardais mon mari jouer dans l'orchestre en compagnie de tous nos voisins. Qui vous a vu? Mais enfin, tout le monde. Si vous cherchez le tueur, vous devriez vous adresser à monsieur Draper. Pourquoi à lui? Il en voulait beaucoup à monsieur Abrams. Il est très protecteur avec sa chère petite femme. Est-ce que les Draper regardaient le défilé? Oui. Oh. Enfin, je crois. Abrams était un homme cruel. Il se plaisait à importuner madame Draper avec ses gosseries indécentes. Donc vous n'appréciez pas Abrams? Je ne pouvais pas le supporter. Au point de le tuer? Grand Dieu, non. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais touché une arme de ma vie. Quelqu'un a pourtant abattu Abrams, monsieur Draper. Interrogez monsieur Caruso, numéro 5, il avait de bonnes raisons de tuer Abrams. Non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, tout a commencé quand Abrams a volé des fruits sur le péché de monsieur Caruso. Caruso a bien failli le tuer avec son sécateur. Un jour, sa remise a brûlé. Sa maison a été endommagée. Et quand cela s'est-il passé? Au fil du temps, leurs querelles n'ont cessé d'empirer et l'incendie, c'était en juin. Abrams n'était qu'une brute. Sans le moindre respect pour ma propriété. Vous vous en êtes pris à lui? Je lui ai dit que ses pêches étaient à moi. Et ça l'a fait rire. Il a de la chance que je ne lui ai pas mis mon sécateur dans le cœur. Est-ce monsieur Abrams qui a brûlé votre remise? Mais oui, c'est lui. Qui d'autre? Hein? Où étiez-vous à 16h le jour du jubilé de la reine? Je regardais le cortège passer. Vous étiez avec qui? Je crois que
Monsieur Roche était à côté de moi. J'en suis pas sûr. Pourquoi ces questions au sujet de Monsieur Caruso? C'est un homme bien. Vous l'avez vu regarder le défilé? Ah oui, il était là. Monsieur Roche, que pensez-vous de Grant Abrams? Il ne travaillait pas assez, il était plutôt oisif. Il passait son temps assis à sa fenêtre à chercher des ennuis à tout le monde. Il s'en prenait aux plus faibles. Vous a-t-il créé des problèmes? À moi? Oh non, 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 je n'avais aucun grief contre lui, mais je n'étais pas mécontent quand j'ai appris son départ. Pourquoi? Je n'aime pas qu'on importune mes voisins inspecteurs, et c'était exactement ce qu'il faisait. Il importunait tout le monde. On était tranquille dans cette rue, et il a tout mis sans dessus-dessous. Tous les habitants de Cherry Lane regardaient le défilé le jour du jubilé. Ils se servent mutuellement d'alibi et ils avaient tous un mobile pour tuer Abrams. Ils sont très proches et ils avaient tous une raison de vouloir le tuer. Avez-vous songé à l'hypothèse d'un complot? Ils se sont peut-être mis d'accord pour se débarrasser d'Abrams? Oui, j'y ai pensé, monsieur. Ça expliquerait pourquoi personne n'a entendu de coup de feu ou vu quelqu'un déplacer le corps. Ils sont tous de mèche. Une minute. Qu'y a-t-il, George? Il y a 8 personnes qui disent avoir assisté au défilé. Madame Galbraith, Monsieur et Madame Caruso, Félix Roche, Burt Holland, Monsieur Draper, sa femme et son fils. On sait tout ça, où voulez-vous en venir? La maquette, monsieur. Il n'y a que 7 figurines au bout de la rue. Si Lydia est aussi précise que nous le pensons, alors ça veut dire qu'un des habitants de Cherry Lane n'était pas au défilé. Notre homme serait donc la personne qui manque. Ou notre femme. Mais qui cela pourrait-il être? Julia, je vous avoue que je suis dans une impasse. Je suis persuadé que Lydia détient la clé de ce mystère. Mais vous ne parvenez pas à communiquer. Non, et c'est terriblement frustrant. Je pense qu'elle voit le monde sous un aspect différent du nôtre. En effet, oui. Sur certains points, elle est capable de faire preuve d'une concentration hors du commun, et sur d'autres, elle semble ne plus rien comprendre. Vous savez, les idiots savants ne sont pas conscients de leur entourage, ils ciblent leurs pensées. C'est ce qui les rend capables d'accomplir des choses extraordinaires. Cela correspond tout à fait à Lydia. Elle conjugue une grande méconnaissance des émotions avec de prodigieuses facultés intellectuelles. C'est une bonne description d'un homme que je connais. Il y a ce vide qui nous sépare. Comment faire pour communiquer? Imprégnez-vous du monde qu'elle s'est créé? Lydia sait-elle construire un personnage sur la maquette? Non. Je n'en ai pas le souvenir. C'est intéressant. Elle ignore comment se représenter. Julia, je crois que vous avez mis dans le mille. Darcy! Bonsoir. Oh, désolé, je vous ai interrompu. Non, j'étais sur le point de m'en aller. Bonne soirée. J'espère vous avoir été utile. Oui, au revoir. La maquette représente Cherry Lane le jour du jubilé de la reine. C'est une rue que vous connaissez très bien. Et voici Lydia. Et Lydia habite ici. C'est ça ? Et voilà, Lydia est à la maison. Mais qui sont les autres personnes et où est-ce qu'elles habitent? Je crois que celui-ci, c'est Burt. Burt habite ici, avec Lydia. Très bien, donc ce n'est pas Burt. Celui-ci a tout l'air d'un petit garçon. Je dirais que c'est Tommy Draper. Tommy habite ici. Bien.
Alors peut-être est-ce lui, Burt. Alors c'est peut-être... Monsieur Draper. Monsieur Draper. George, s'il vous plaît, voudriez-vous... Alors, Burt est sûrement celui-ci. Voilà, Burt est à la maison. Madame Draper... George, Madame Galbraith, Madame Draper, Madame Caruso. Et donc elle, c'est Madame Draper. Madame Draper. Et lui, ce doit être Félix Roche. Monsieur Caruso. Georges. Félix Roche? La seule personne de la rue qui n'ait pas de mobile. Et si ce n'était rien d'autre qu'un jeu, Murdoch? Je doute que ce soit un jeu pour Lydia. Je crois qu'elle en ignore même le concept. Si jamais elle est dans le vrai, et que Roche est le meurtrier, vous ne pourrez pas l'arrêter sans preuve. Et il nous faut des faits, pas une théorie farfelue basée sur le bricolage d'une muette. Et puis il a un alibi. Il regardait passer le défilé avec les autres, il me semble. Je n'en suis pas si sûr. Mais je vous ai déjà dit où j'étais, inspecteur. Vous n'avez qu'à demander à Monsieur Caruso. Monsieur Caruso n'a malheureusement que de très vagues souvenirs. Vous avez vu l'orchestre de l'Ordre d'Orange quand il est passé au niveau de Cherry Lane? Oui, aussi clairement que je vous vois. Peut-être pourriez-vous me dire de quel instrument Monsieur Galbraith jouait ce jour-là? Du trombone. Vous en êtes sûr? Évidemment, ça fait des années qu'il en joue. Non, pas pour le jubilé. Quoi? Mais c'est pas possible. Le trompettiste était malade, il avait la grippe. Monsieur Galbraith l'a remplacé et a joué de la trompette, pas du trombone. Pourtant, j'aurais juré qu'il jouait... Vous n'avez pas assisté au défilé. Bien sûr que si. J'ai simplement oublié que Monsieur Galbraith jouait dans notre instrument. Je trouve ça pour le moins curieux, Monsieur Roche. Est-ce que vous allez m'arrêter, inspecteur? Un inconnu a été trouvé avec une balle dans le cou dans le wagon d'un train à Ottawa le 26 juin dernier. Seulement quelques jours après que Grant Abrams eut disparu, voilà qui s'annonce prometteur. Le train venait de Toronto et le corps était enroulé dans un tapis. Ça a tout l'air d'être notre victime. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Monsieur Abrams n'est plus qu'un squelette au milieu d'une fosse commune. Mais je vais continuer à étudier le dossier. Merci, Julia. Oui, c'est Grant Abrams et c'est mon tapis. Merci de votre aide, Madame Caruso. Très bien, on a un corps identifié. Donc, maintenant on peut agir. Comment Roche a mis le corps dans le train? Eh bien, je pense qu'il l'a déplacé à l'aide de sa carriole. Il aura profité de la nuit, tout le monde était fatigué après le défilé. Ensuite, il a déposé le corps dans un wagon à la voie de garage de Bush Street, tout près de Cherry Lane. Vous y êtes presque, Murdoch. Vous le tenez? Pas tout à fait, monsieur. Je n'ai toujours pas de mobile. William, vous auriez une minute? Oui, bien entendu. J'ai parcouru le dossier de cet inconnu. Le légiste d'Ottawa fait de l'excellent travail. Regardez. Oh bon sang. Ces blessures sur les avant-bras d'Abrams sont très curieuses. Le légiste suppose qu'il se les ait faites en se défendant. Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est possible, mais en effet, c'est curieux. La balle qui l'a tué venait de l'autre côté de la rue. En tout cas, ces blessures lui ont été infligées avant le décès. Des blessures liées à une attaque sur les deux avant-bras. On voit ici qu'il y a eu une inflammation. Comme si Abrams avait eu une réaction allergique à ce qui lui a fait ses plaies. Cela pourrait être une réaction à un métal, peut-être?
Comme du nickel. Je n'ai vu des inflammations similaires que suite à des griffures de chat. De chat? Il est mort de vieillesse, il faut le laisser en paix. Il l'a mérité. Julia, il y a un autre corps qu'il faudrait que vous regardiez. On peut voir que l'osioïde du chat a été fracturé. Il a été étranglé? Oui. Quelqu'un a étranglé ce chat? C'est horrible. Il a fait la douloureuse expérience d'une asphyxie et nul doute que cela a été très violent. Il s'est débattu pour survivre, pauvre petite bête. D'où les griffures sur les avant-bras. Mais Monsieur Roche a dit que son chat était mort de vieillesse. Le chat de Monsieur Roche était trop souvent devant sa fenêtre. Voilà pourquoi Roche a tué Abrams. Expliquez-vous? Le chat de Roche dérangeait Abrams. Je suppose que Monsieur Abrams a étranglé le chat et pour se venger, Monsieur Roche a abattu Abrams. Est-ce que la mort d'un chat est un mobile suffisant pour un meurtre? Oui. J'ai un animal de compagnie, je sais de quoi je parle. George, vous allez retourner à Cherry Lane et prendre la carriole de Monsieur Roche. Apportez-la au poste. Bien, monsieur. Encore une fois, merci, docteur. Et voilà. La carriole de Félix Roche. On dirait qu'il l'utilise souvent, monsieur. Je doute qu'on puisse trouver des traces susceptibles de prouver qu'il a transporté un corps il y a 8 mois. C'est ce que nous allons voir, George. Supposons que le corps ait été placé la tête de ce côté. Levez les brancards, voulez-vous? Ah oui, je comprends. Le sang se sera écoulé dans le fond de la caisse. Précisément. Quel genre d'homme est capable de tuer un chat de ses propres mains? Montez dans le fourgon, Monsieur Roche. Je vous ai tous rendu service. Vous n'osez pas le dire tout haut, mais vous savez très bien que c'est vrai. Je vous ai rendu service. C'est elle qui a fait la maquette? Oui, c'est bien elle. Sans son talent, nous n'aurions jamais élucidé le meurtre. Si de temps en temps vous aviez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci, Madame Galbraith. L'après-midi où Félix Roche a tué Abrams, Lydia se trouvait là, assise dans son fauteuil. Roche l'a forcément vue. Je crois, oui. Mais comme tous les gens de cette rue, il croyait qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Elle avait tout mémorisé. Savait-elle qu'il s'agissait d'un meurtre quand elle a construit la maquette? Nous ne le saurons jamais. Personne ne peut comprendre son univers. Elle doit être tellement seule. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'elle doit garder ses sentiments pour elle. Croyez-vous que cela rende son bonheur impossible? En tout cas, moi, ça ne me plairait pas. Je crois que Lydia ne conçoit pas la vie de la même façon que nous. Je pense que le réconfort qu'elle trouve dans la précision et l'ordre l'aide à tenir. Mais est-ce suffisant? Parfois, il le faut bien.